Aujourd'hui, vous allez embarquer pour un voyage sombre vers le côté le plus perturbant de la célébrité, à la découverte de ces stars mortes dans des accidents si insolites qu'on dirait de véritables malédictions tout droit sorties d'Hollywood. Ce sont des histoires qui mélangent le mystère, la tragédie et une pure incrédulité face au destin. Certains dénouements sont si étranges et tordus que même le meilleur scénariste de cinéma n'aurait jamais pu les imaginer. Aurez-vous l'estomac assez solide pour supporter ce que vous allez découvrir? Premier cas, Jeff Porcaro. C'était bien plus qu'un simple batteur. Jeff Porcaro était le battement de cœur du rock, l'architecte rythmique derrière des hymnes intemporels comme Africa et Rosanna du groupe Toto. Sa précision technique chirurgicale, son groove impeccable et son talent inné en ont fait l'un des musiciens de studio les plus demandés et respectés des années 80. Chaque coup de baguette avait une intention, chaque pause était une déclaration. Il ne se contentait pas de jouer de la batterie, il la faisait littéralement parler. Mais tout a basculé tragiquement l'après-midi du 5 août 1992. Dans son jardin de Los Angeles, Jeff a commencé à vaporiser de l'insecticide pour protéger ses plantes. Peu de temps après, il a commencé à se sentir terriblement mal. Sa famille l'a emmené d'urgence à l'hôpital, mais c'était déjà trop tard. À seulement 38 ans, le cœur de Jeff s'est arrêté, laissant le monde de la musique en état de choc total. Au départ, les rapports officiels indiquaient qu'une violente réaction allergique aux pesticides avait déclenché une crise cardiaque fatale. Le public a pleuré la perte d'un génie, persuadé que cette tragédie n'était que ça, un accident domestique absurde et injuste. Un géant de la musique terrassé par un simple produit chimique de jardinage. Cependant, l'autopsie a fini par révéler une réalité bien plus sombre. On a détecté des traces de cocaïne dans son sang et son cœur montrait des signes avancés d'athérosclérose. Ce n'était pas seulement le poison venu de l'extérieur, mais une bataille interne silencieuse, accumulée au fil du temps, qui a fini par être mortelle. C'est ainsi que s'est éteint Jeff Porcaro, une légende du rythme dont la vie s'est terminée brutalement, comme un roulement de tambour interrompu, laissant un silence assourdissant après chaque mesure qu'il a laissée derrière lui. Numéro 2, Russ Columbo. Dans les années 30, le nom de Russ Columbo était synonyme de romance absolue. Sa voix de velours caressait les oreilles de millions de personnes avec des chansons inoubliables comme You Call It Madness, But I Call It Love et Prisoner of Love. Il n'était pas juste un chanteur, c'était un véritable phénomène, une star de la radio, du cinéma et de la scène, souvent comparé au grand Bing Crosby. Le tout Hollywood était à ses genoux, jusqu'à ce qu'un dimanche de septembre, le destin décide d'appuyer sur la gâchette. Nous sommes le 2 septembre 1934. Russ rendait visite à son ami, le photographe Lansing Brown, dans sa maison. Brown possédait une collection d'armes anciennes et les deux hommes ont commencé à manipuler un pistolet de duel, apparemment inoffensif, le genre d'antiquité qui ne tire plus. Brown jouait négligemment avec la gâchette tout en tenant une allumette allumée. Soudain, un clic, un éclair et un coup de feu inattendu part. La balle a ricoché sur une table à proximité et est venue se loger juste au-dessus de l'œil gauche de Russ. Colombo s'est effondré sur le côté, perdant connaissance instantanément. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Good Samaritan, où les chirurgiens ont désespérément tenté de le sauver, mais la balle avait déjà atteint le cerveau. 6 heures plus tard, la jeune idole de l'Amérique mourait sans avoir pu dire adieu, à peine âgée de 26 ans. Les autorités ont classé l'affaire comme un accident. Il n'y a eu aucune arrestation. Brown, dévasté, a affirmé que c'était un jeu, une simple distraction. Mais la presse et le public n'ont jamais été satisfaits par cette explication. Comment une arme censée être sûre peut-elle mettre fin à la vie de l'un des hommes les plus aimés du pays? Que s'est-il réellement passé cet après-midi-là? Et pourquoi tout cela semblait-il si étrangement pratique? Russ Colombo a été mis en terre au milieu des pleurs, des fleurs et d'une montagne de questions sans réponse. Sa carrière était sur le point d'exploser. Sa voix était à son apogée. Mais en une seconde, tout a disparu. Aujourd'hui, sa musique survit dans de vieux enregistrements et son histoire résonne comme un sombre avertissement à Hollywood. Même le hasard peut devenir un assassin. Numéro 3. Marc Fréchette. Ils l'ont découvert lors d'une bagarre de rue, en train de hurler sa rage contre le monde. Et c'est ainsi que Michelangelo Antonioni
l'a choisi pour être la vedette de Zabriskie Point. Marc Fréchette, ce jeune rebelle au charisme magnétique, est devenu le visage emblématique d'une génération totalement désillusionnée. Sa performance a hypnotisé le public et, pendant un bref instant, il semblait que les portes du paradis d'Hollywood s'ouvraient grand pour lui. Peu de temps après ce succès initial, Marc a commencé à s'éloigner radicalement du cinéma traditionnel. Il a rejeté des rôles, rejoint une commune anarchiste et vivait dans un monde parallèle où l'argent était l'ennemi et la célébrité une grave erreur. 3 ans plus tard, il a été le protagoniste d'un acte qu'aucun scénariste n'aurait jamais osé écrire dans un script. Il a participé à une tentative de braquage de banque sans armes chargées, guidé par une cause idéologique bien plus que par l'avidité. Il a été arrêté et condamné à la prison. Derrière les barreaux, son esprit libre s'est retrouvé piégé, mais il continuait à s'entraîner, à lire, à soulever des poids, cherchant un sens à cette routine carcérale. Jusqu'à ce que le jour fatal arrive, le 27 septembre 1975. Pendant une séance de musculation, une barre de près de 70 kilos est tombée directement sur son cou. Marc est mort asphyxié, tout seul, entre les 4 murs de sa cellule de prison. À seulement 27 ans, les autorités ont rapidement écarté la piste criminelle. Ils ont déclaré que ce n'était qu'un accident tragique. Mais son histoire, elle, ne s'est pas éteinte avec lui ce jour-là. Aujourd'hui, on se souvient de Marc Fréchette comme de l'acteur qui a vécu sa vie, comme le protagoniste de son propre film, celui qui a osé défier le système et qui en a payé le prix fort, le prix ultime. Il est parti bien trop jeune, c'est vrai, mais il est resté fidèle à son rôle jusqu'à la toute dernière seconde. C'était un véritable anticonformiste qui n'a jamais demandé la permission à personne ni présenté la moindre excuse. Numéro 4. Roy Kinnear. Pendant des années, le nom de Roy Kinnear était tout simplement synonyme de rire et de bonne humeur. Avec son visage rond, son regard innocent et son talent inné pour la comédie, il est devenu l'un des acteurs britanniques les plus attachants du cinéma et de la télévision. Il est apparu dans des classiques indémodables comme Charlie et la chocolaterie ou encore Help aux côtés des Beatles ainsi que dans des dizaines de films d'époque. Mais c'est finalement une suite de films de cap et d'épée qui allait sceller son tragique destin. En septembre 1988, Kinnear se trouvait à Tolède, en Espagne, pour le tournage du Retour des Mousquetaires, le 3e volet d'une franchise très populaire. Lors d'une scène qui nécessitait de monter à cheval sur un vieux pont pavé, quelque chose a terriblement mal tourné. L'animal a glissé. Kinnear a fait une chute lourde et brutale, se fracturant le bassin. Il a été transporté d'urgence vers un hôpital à Madrid. Cela semblait être une blessure grave, certes, mais soignable. Pourtant, son corps n'a pas réussi à supporter le choc traumatique. Le lendemain, il est mort d'une crise cardiaque provoquée par une hémorragie interne, à peine âgé de 54 ans. Le réalisateur Richard Lester était totalement dévasté. Personne ne s'attendait à ce qu'une scène de routine se transforme en une telle tragédie irréversible. Sa famille a poursuivi la société de production pour négligence et cette affaire a déclenché un énorme débat sur la sécurité lors des tournages internationaux. Est-ce que ça valait vraiment la peine de risquer des vies humaines juste pour obtenir une prise spectaculaire? Les précautions nécessaires avaient-elles été prises? L'industrie a dû, pour un instant, faire face à la réalité crue qui se cache derrière le spectacle. Ce ne sont pas tous ceux qui tombent au cinéma qui se relèvent après que le réalisateur ait crié « Coupé ». Roy Kinnear n'a jamais été un protagoniste au sens traditionnel du terme, mais sa perte a laissé un vide immense. C'était le genre d'acteur capable de transformer chaque scène, chaque réplique, en quelque chose de profondément humain et proche de nous. Il est mort en faisant ce qu'il aimait, oui. Mais la comédie n'a plus jamais eu la même saveur sans l'écho de son rire sincère derrière la caméra. Numéro 5. Olive Thomas était la toute première hit girl d'Hollywood. Olive Thomas, ancienne danseuse des Ziegfeld Follies, a conquis le cinéma muet grâce à un mélange parfait d'innocence et de séduction. En quelques années seulement, elle a joué dans des succès comme The Flapper et Out Yonder, devenant ainsi le visage emblématique d'une nouvelle ère du divertissement. Mais une fois les caméras éteintes, sa vie était tout sauf un conte de fées.
En septembre 1920, Olive et son mari, l'acteur Jack Pickford, frère de la légendaire Mary Pickford, profitaient de vacances à Paris. Une nuit, après des heures de fête, ils sont rentrés dans leur suite à l'hôtel Ritz. Olive, ivre et épuisée, cherchait désespérément quelque chose pour soulager son mal. Dans la pénombre, elle a attrapé une bouteille dans la salle de bain sans prendre la peine de lire. L'étiquette était écrite en français. Sans le savoir, elle a avalé une dose mortelle de bichlorure de mercure, un médicament topique destiné à traiter la syphilis de son mari. Quelques minutes plus tard, elle a commencé à convulser. Jack l'a emmenée immédiatement à l'hôpital, mais le poison faisait déjà son œuvre destructrice. Pendant 5 longs jours, les médecins se sont battus pour la sauver, tandis que la presse du monde entier lançait toutes sortes de théories. Accident, suicide ou meurtre. Le 10 septembre 1920, Olive est morte à seulement 25 ans, laissant Hollywood et ses fans en état de choc total. Sa mort a marqué le véritable début du côté obscur de la célébrité dans la Mecque du cinéma. C'était la première tragédie vraiment hollywoodienne, où glamour et scandale se sont entremêlés dans un récit qui résonne encore aujourd'hui. Olive Thomas n'était pas seulement une star, elle était le symbole de la façon dont la gloire peut briller de 1000 feux et s'éteindre en un claquement de doigts. Numéro 6. Jeffrey Hunter. Dans les années 50 et 60, Jeffrey Hunter incarnait le visage parfait du héros américain. Avec ses yeux bleus perçants et son allure sereine, il a interprété le fils adoptif de John Wayne dans La prisonnière du désert et a été choisi comme le tout premier capitaine du vaisseau Enterprise dans l'épisode pilote de Star Trek, bien avant que William Shatner ne prenne la barre. C'était un acteur polyvalent, respecté de tous et au sommet de sa maturité professionnelle. Mais le 26 mai 1969, tout a basculé avec un bruit sourd dans sa maison. Alors qu'il descendait les escaliers, il a subi une hémorragie intracrânienne soudaine. Le saignement lui a fait perdre l'équilibre instantanément. Il a renversé un pot de fleurs et sa tête a heurté violemment la rampe. Il est resté inconscient, seul, avant d'être découvert plus tard par un ami. On l'a transporté d'urgence au Valley Presbyterian Hospital. Là-bas, il a subi une opération du cerveau. Mais la lésion était malheureusement trop sévère. Le lendemain, Jeffrey Hunter est décédé à 9h30 du matin, à l'âge de 42 ans seulement. Un homme qui avait affronté des cow-boys, des pirates et des extraterrestres dans la fiction, terrassé par un simple escalier domestique. Sa mort est passée presque inaperçue dans la presse, noyée dans l'indifférence générale. Le monde impitoyable du spectacle l'avait déjà laissé loin derrière, l'ayant remplacé sans pitié par de nouveaux visages plus frais. Mais les vrais fans de Star Trek et des westerns classiques savaient exactement ce qu'on venait de perdre. Un acteur avec une classe folle, un charisme indéniable et un avenir qui promettait encore tant de belles choses. Sa fin brutale a laissé ce goût amer d'une histoire inachevée, comme un livre qu'on referme brusquement avant d'avoir pu lire le dernier chapitre. Jeffrey Hunter n'est pas mort héroïquement dans une bataille intergalactique, ni lors d'un duel au soleil dans le vieil Ouest. Il s'est éteint en silence, trahi par son propre corps et par un terrible coup du sort. Mais comme tout bon capitaine qui se respecte, son héritage continue de voyager à travers les étoiles, même si son vaisseau n'a jamais vraiment pu prendre son envol définitif. Numéro 7. Earl Anthony. Durant les années 1970 et 80, un homme a régné sans faire de bruit dans les allées brillantes des bowlings américains. Earl Anthony, avec sa précision chirurgicale et un calme presque inhumain. Ce gaucher redoutable a conquis 43 titres du PBA Tour, un record qui semblait alors absolument impossible à battre pour le commun des mortels. On le surnommait la machine parce qu'il ne ratait jamais sa cible. Il ne criait pas, ne célébrait pas, il se contentait d'abattre les kills comme s'il avait été programmé par ordinateur pour gagner à tous les coups. Mais même les machines les plus perfectionnées ont un point faible. En 2001, Earl Anthony est allé rendre visite à son vieil ami Ed Bohr à New Berlin, dans le Wisconsin. Une après-midi, tout ce qu'il y a de plus banal dans une maison. Quelconque s'est transformé en décor pour le dernier chapitre d'une légende. D'après les rapports, il descendait simplement un escalier quand soudain, il a chuté, un bruit sourd, une fracture fatale au crâne. Certaines versions non confirmées ont même laissé entendre qu'il aurait trébuché sur le chat de la maison. Oui, vous avez bien entendu, l'homme le plus précis de l'histoire du bowling mondial.
vaincu par un chat et quelques marches d'escalier. L'ironie du sort était cruelle, presque poétique, dans son absurdité. Aucun rival n'avait jamais réussi à l'arrêter sur la piste. Mais la vie, comme toujours, a eu le dernier mot une fois les caméras éteintes. Aujourd'hui, les nouveaux champions prononcent encore son nom avec un respect quasi religieux, car Earl Anthony n'était pas juste un champion parmi d'autres. Il était la référence absolue, le mur que tous essayaient d'escalader. Sa mort absurde ne diminue en rien son héritage. Au contraire, elle l'humanise, nous rappelant que même les dieux du sport peuvent parfois tomber, au sens propre comme au figuré. Numéro 8. Boris Sagal. Boris Sagal était un homme profondément respecté dans le milieu, même s'il n'était pas toujours sous le feu des projecteurs. Il avait réalisé des épisodes de La quatrième dimension, Alfred Hitchcock présente, Columbo et du Mary Tyler Moore Show. C'était un véritable maître de l'ombre, un narrateur visuel qui savait construire la tension avec une élégance rare. Dans les années 70, sa transition vers le cinéma fut impeccable, se distinguant notamment avec des films cultes comme Le Survivant, avec Charlton Heston en vedette, mais le destin ne lui a pas permis de mettre le point final à sa filmographie. En 1981, Sagal se trouvait dans l'Oregon pour superviser le tournage d'une mini-série sur la Première Guerre mondiale. C'était une production ambitieuse filmée au Timberline Lodge avec tout un équipement militaire lourd, des figurants et des hélicoptères. Le 22 mai, après être descendu de l'un de ses appareils, Boris a tourné dans la mauvaise direction. Au lieu de s'éloigner de l'engin en toute sécurité, il a marché à reculons, droit vers le rotor de queue qui tournait encore à pleine vitesse. L'impact a été immédiat et brutal. Les pales l'ont frappé avec une telle violence que son corps a été projeté à plusieurs mètres de là. Il a été transporté encore en vie vers un hôpital de Portland où il a malheureusement succombé à ses blessures 5 heures plus tard. Il avait 57 ans. Une mort absurde, presque impossible à assimiler. L'homme qui dirigeait des mondes imaginaires, vaincu par une hélice hors champ, l'industrie tout entière est restée sous le choc, non seulement par la perte d'un tel talent, mais surtout par la manière si inattendue de sa disparition. Des enquêtes ont été ouvertes, on a remis en question la sécurité sur les plateaux, mais la vérité restait inéluctable. Il a suffi d'un seul pas mal placé pour mettre fin à une carrière pourtant impeccable. Boris Sagal n'est pas mort au combat ni de maladie. Il est mort en travaillant, engagé jusqu'au bout dans son art. Et même si le cinéma n'a jamais montré son visage, ses histoires et sa fin tragique nous rappellent que même les marionnettistes du drame n'arrivent parfois pas à échapper au scénario le plus cruel, celui de la réalité. Numéro 9. Owen Hart. Owen Hart, catcheur de talent, faisait partie de la lignée la plus légendaire du catch. Son frère Brett était déjà une superstar mondiale, mais Owen s'était forgé son propre chemin à la force du poignet, avec du talent, du charisme et une technique irréprochable. Sa rivalité avec Brett est devenue l'une des sagas les plus mémorables de la WWF. Il a gagné des titres, le respect absolu des vestiaires et l'amour inconditionnel des fans. Mais le 23 mai 1999, lors d'un événement en direct, tout a basculé. C'était la nuit de l'événement Over the Edge à Kansas City. Owen devait faire une entrée spectaculaire depuis le haut du stade en descendant du plafond attaché par un harnais. Le plan était simple. Faire rire le public avec une entrée ratée de son personnage, le Blue Blazer. Mais le mécanisme de libération rapide a connu une défaillance catastrophique. À plus de 24 mètres de hauteur, la corde s'est détachée prématurément. Owen a fait une chute libre, s'écrasant violemment contre les cordes du ring. C'était une chute diffusée en direct à la télévision, bien que les caméras se soient rapidement détournées pour ne pas filmer l'horreur de la scène. Le public a d'abord cru que cela faisait partie du spectacle, mais ce n'était pas du tout le cas. Quelques minutes plus tard, le présentateur, la voix brisée par l'émotion, a annoncé qu'Owen Hart était mort sur le coup, à l'âge de 34 ans. La diffusion de l'événement a continué malgré tout, une décision qui a suscité une controverse immense et des critiques féroces. L'entreprise a tenté de justifier cette décision incompréhensible. Owen n'était pas seulement un personnage, c'était un mari aimant, un père, un fils. C'est une tragédie que tout le spectacle du monde n'a jamais pu masquer. Owen Hart a chuté des hauteurs, non pas comme un héros de fiction,
mais comme un véritable martyr d'une industrie qui oublie parfois cruellement que ses idoles sont aussi des humains. Depuis lors, son nom ne fait pas seulement partie du Hall of Fame, c'est un avertissement éternel gravé dans les airs. 10. Cliff Simon. Cliff Simon n'était vraiment pas l'acteur typique que l'on croise habituellement. Avant d'arriver à Hollywood, il avait fièrement représenté l'Afrique du Sud en tant qu'athlète de haut niveau, en gymnastique et en natation. Son corps était une machine de précision, sa discipline inébranlable, mais c'est à l'écran qu'il a trouvé sa véritable vocation en interprétant Baal, l'antagoniste charismatique et impitoyable de Stargate S-Gun. Avec son accent intrigant et son regard perçant, il a transformé ce méchant en une véritable légende vivante. Pendant des années, Simon a incarné l'obscurité avec un style inimitable. Les fans l'adoraient non seulement pour son talent, mais aussi pour sa proximité et son humilité touchante hors caméra. Il semblait tout simplement invincible, même en dehors des plateaux de tournage. C'est pourquoi la nouvelle de sa mort, le 9 mars 2021, a fait l'effet d'une bombe. C'est sa femme Colette qui a confirmé sur les réseaux que Cliff était décédé dans un accident de kitesurf sur la plage de Topanga, en Californie. La mer, son lieu de paix et d'évasion, une rafale de vent inattendue, un câble mal accroché, une vague plus haute que la normale? On sait seulement que son corps a été retrouvé sans vie sur la côte après un accident sans témoin, ne laissant derrière lui que de la douleur et des questions. La communauté de Stargate l'a pleuré avec une intensité déchirante. Non seulement pour le personnage, mais pour l'homme derrière. Fort, passionné, généreux, un athlète devenu acteur qui est mort comme il a vécu, en cherchant toujours les limites du possible. Cliff Simon n'a pas été vaincu par un ennemi à l'écran, mais par la force imprévisible et brutale de la nature. Et tandis que les vagues continuent de frapper le rivage de Topanga, l'écho de sa dernière aventure est toujours là, comme un murmure de la mer qui a emporté l'un des siens. 11. Naya Rivera. Naya Rivera était la lumière incarnée. Elle brillait à l'écran dans le rôle de Santana Lopez dans Glee. Sarcastique, vulnérable, puissante, son personnage a brisé des barrières à la télévision, donnant enfin de la visibilité à une génération de jeunes qui ne se sentaient pas représentés. En plus de jouer la comédie, elle chantait avec une force incroyable. Sa présence était magnétique, mais derrière ce sourire radieux, la vie de Naya était aussi marquée par des luttes silencieuses et un destin tragique que personne n'a vu venir. Le 8 juillet 2020, Naya a loué un bateau sur le lac Piru, en Californie, avec son fils de 4 ans. C'était un après-midi tranquille, une sortie décontractée. Mère et fils ont plongé dans l'eau comme tant de fois auparavant, mais cette fois, quelque chose a basculé. Les enquêteurs pensent qu'un courant soudain et violent a commencé à les emporter. Rassemblant ses dernières forces, Naya a réussi à pousser son fils en sécurité dans le bateau avant de disparaître sous la surface. Des heures plus tard, l'enfant a été retrouvé seul, endormi dans le bateau avec son gilet de sauvetage. Il a dit que sa mère n'était jamais sortie de l'eau. Les recherches angoissantes ont duré 5 jours. Finalement, son corps a été récupéré le 13 juillet. Elle n'avait que 33 ans, une jeune promesse éteinte par la nature. Non par un scandale ou des excès, mais par un acte d'amour désespéré. Le monde entier a pleuré son départ. Ses camarades de Glee lui ont rendu des hommages poignants. Les fans ont inondé les réseaux de messages de gratitude. Car Naya n'était pas seulement une actrice, elle était un symbole, une voix, une sauveuse littérale et émotionnelle. Sa dernière action n'a pas été un solo de chant, mais un sacrifice silencieux, de mère à fils. Naya Rivera n'est pas morte parce qu'elle a échoué, elle est morte parce qu'elle a choisi de sauver une vie. Et bien que le lac ait emporté son corps, l'écho de sa chanson flotte encore dans l'air. Chaque fois qu'une note de Glee résonne, elle est toujours là, chantant depuis les profondeurs. 12. Wang Ka-kui. En Asie, son nom est une véritable légende. Wang Ka-kui, chanteur et guitariste du groupe Beyond, était bien plus qu'un simple musicien. C'était un poète du rock, un rebelle avec une cause, un rêveur invétéré. Ses paroles parlaient avec passion de liberté, de justice et d'humanité. Des chansons comme Boundless Oceans, Vast Skies et Glorious Years ont traversé les langues, les censures et les générations.
Mais le 24 juin 1993, sa voix s'est éteinte de manière aussi absurde que tragique. Ce jour-là, Wang participait à un jeu télévisé à Tokyo, au Japon. La scène était petite, improvisée, et le sol dangereusement glissant. Lors d'une activité qui semblait pourtant inoffensive, lui et le présentateur ont glissé sur le bord d'une plateforme surélevée. Ils ont fait une chute terrible d'une hauteur de 3 mètres. Le présentateur est tombé de tout son poids sur le corps de Wang, dont la tête a violemment heurté le sol. Le chanteur a perdu connaissance sur le coup. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il avait déjà sombré dans le coma. 6 jours plus tard, le 30 juin, Wang Kakui a été déclaré mort. Il n'avait que 31 ans. Sa disparition a laissé ses fans, son groupe et toute l'industrie musicale dans un état de choc, incapables de comprendre qu'il venait de perdre une voix qui était en train de changer le cours du rock asiatique. Les enquêtes ont révélé une grave négligence dans les mesures de sécurité de l'émission, mais personne n'a été sanctionné. Cette tragédie a simplement été classée comme un accident. Pendant ce temps, des millions de personnes pleuraient un artiste qui ne se contentait pas de chanter, mais qui éveillait les consciences. Son absence a laissé un vide immense qu'aucun autre chanteur n'a jamais pu combler. Aujourd'hui encore, dans chaque stade d'Asie, sa musique reste vivante. Que ce soit dans les manifestations, les documentaires ou les nuits de solitude, les paroles de Wang résonnent toujours. Car lorsqu'un artiste chante avec son âme, même la mort ne peut le réduire au silence. Wang Kakui est tombé de la scène, mais sa voix n'a jamais touché le sol. Jimmy Hesselden était un ouvrier qui a su réinventer sa vie après avoir été licencié d'une usine. Avec ingéniosité et détermination, il a fondé une entreprise spécialisée dans la technologie de défense et la mobilité. Il a fini par acquérir Segway Inc., la société derrière le véhicule de transport personnel le plus futuriste et commenté de son époque, devenant ainsi millionnaire et philanthrope. Mais son histoire de réussite s'est transformée, soudainement en une tragédie écrite par l'ironie du sort. Le 26 septembre 2010, Hesselden est sorti promener son chien près de chez lui dans le West Yorkshire, en Angleterre. Il se déplaçait à bord de son Segway, une version tout-terrain qu'il avait lui-même aidé à commercialiser. Dans un geste de courtoisie, il s'est légèrement écarté pour laisser passer un autre piéton sur un sentier étroit. Et c'est alors que l'impensable s'est produit. Il a perdu l'équilibre et a fait une chute d'une falaise de 9 mètres de haut, tombant directement dans la rivière. L'impact a été dévastateur. Son corps a été retrouvé près du véhicule au fond du ravin. L'autopsie a révélé qu'il était mort de multiples traumatismes au thorax et à la colonne vertébrale, compatibles avec une chute à grande vitesse. Les autorités ont qualifié l'événement d'accident, sans aucun signe de manipulation ni de défaillance mécanique. Ce n'était qu'une manœuvre malheureuse avec un dénouement fatal. Le monde entier est resté bouche bée. Les gros titres n'ont pas tardé à exploser avec ce même ton mêlé de stupeur et de sarcasme. Le propriétaire de Segway meurt tué par un Segway. Mais au-delà de ce titre ironique, il restait le souvenir d'un homme qui avait donné des millions à des causes sociales, qui croyait en l'innovation et qui vivait avec humilité malgré sa richesse. Jimmy Hesselden n'était pas l'inventeur du Segway, mais il en fut le plus grand défenseur. Il l'a promu, l'a perfectionné et a fini par le conduire jusqu'à sa propre tombe. Une vie de succès scellée par un virage cruel du destin. Car parfois, le chemin vers la tragédie est pavé de nos meilleures intentions. Numéro 14. Anne Heche. Anne était un véritable tourbillon depuis ses débuts dans Another World jusqu'à son explosion à Hollywood avec Donnie Brasco et 6 jours, 7 nuits. Anne était l'intensité à l'état pur, avec un regard électrique et une personnalité imprévisible. Elle fascinait autant qu'elle déroutait. Elle a vécu des romances polémiques, pris des risques artistiques et n'a jamais demandé la permission pour être elle-même. Mais en août 2022, son histoire a pris une tournure si surréaliste qu'elle semblait tout droit sortie d'un scénario que personne n'aurait osé filmer. Le 5 août 2022, Anne a été la protagoniste d'une série d'accidents de voiture à Los Angeles. D'abord, sa Mini Cooper a percuté le garage d'un immeuble d'appartements. Ensuite, dans une tentative apparente de fuite, elle a heurté un autre véhicule et, quelques minutes plus tard, a accéléré dans une rue résidentielle pour s'écraser violemment contre une maison, encastrant sa voiture à plus de 9 mètres à l'intérieur de la structure. L'impact a provoqué un incendie qui a dévoré la voiture
et une grande partie de la propriété. Les voisins ont réussi à sauver le propriétaire de la maison, mais Anne est restée piégée dans le véhicule en flammes. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Ses brûlures étaient étendues. Le coma a été immédiat. 6 jours plus tard, elle a été déclarée en état de mort cérébrale à l'âge de 53 ans et son assistance respiratoire a ensuite été débranchée. Une étoile qui a toujours vécu à la limite. Elle s'est éteinte au milieu du feu, de la fumée et du mystère. Était-ce la drogue, un traumatisme ou quelque chose de plus profond? Les tests toxicologiques ont révélé la présence de cocaïne et de fentanyl dans son système. Mais il n'y avait pas de réponse claire, seulement des suppositions. Sa mort a mis à nu une vie de batailles intérieures, de lumières éblouissantes et d'ombres qui ne se sont jamais vraiment dissipées. Elle n'est peu. Être pas morte devant les caméras, mais sa fin fut aussi cinématographique que son existence. Une fin tragique, explosive et totalement déconcertante. Tout comme elle a vécu en brisant les codes, elle est partie en laissant un silence assourdissant que nous ne savons toujours pas combler. Car certaines flammes ne s'éteignent jamais vraiment. Elles se transforment simplement en légende éternelle. Numéro 15. Mark Friedrich. En 1966, Mark Friedrich était comme une comète traversant le ciel du baseball. Surnommé The Bird, à cause de sa ressemblance avec le grand oiseau de rue Sésame, il a conquis le cœur du public grâce à son style tout à fait unique et non conventionnel. Il parlait à la balle, il arrangeait le monticule de terre avec ses propres mains et il sautait de joie comme un gamin. Mais ce n'était pas juste un showman. Cette année-là, il a été élu recrue de l'année. Il a lancé 24 matchs complets avec une moyenne de points mérités impressionnante de 2,34. Il était sans aucun doute l'âme du terrain. Pourtant, sa carrière s'est évanouie aussi vite qu'elle avait commencé. Des blessures chroniques à l'épaule l'ont forcé à prendre une retraite prématurée après seulement 5 petites saisons. Loin du glamour et des projecteurs des ligues majeures, Mark est retourné dans le Massachusetts, où il a mené une vie paisible en tant que fermier et chauffeur de camion. Jusqu'à ce que le 13 avril 2009, tout s'arrête de manière soudaine et absolument dévastatrice. Ce jour-là, un ami de la famille l'a retrouvé sans vie sous son camion à 10 roues. Sur sa propre propriété, il effectuait des travaux d'entretien lorsque ses vêtements se sont tragiquement coincés dans l'arbre de transmission rotatif de la prise de force. C'était une mort mécanique brutale, sans aucun témoin. L'homme qui avait autrefois fait vibrer des stades entiers est mort dans la solitude, sous le rugissement indifférent d'une machine. La nouvelle a bouleversé les fans de sport, non seulement par son absurdité, mais surtout par sa profonde injustice. Mark Friedrich n'était pas juste une anecdote sportive, c'était l'authenticité à l'état pur. Un athlète qui jouait par amour du jeu et qui n'a jamais laissé la célébrité le changer. Sa mort a été un rappel déchirant de la façon dont la vie peut basculer de la gloire à la cruauté en un simple clin d'œil. Aujourd'hui, on se souvient de lui non pas pour sa fin tragique, mais pour son esprit. Pour chaque fois qu'il a parlé à une balle ou souri à son public, Mark Friedrich n'a pas eu besoin d'une longue carrière pour devenir inoubliable. Il avait juste besoin d'être lui-même, et cela a suffi. C'était tout ce qu'il fallait. Numéro 13. Jimmy Hazelden. Jimmy Hazelden était un ouvrier de la classe laborieuse qui a totalement réinventé sa vie après avoir été licencié de l'usine. Avec ingéniosité et une détermination de fer, il a fondé une entreprise spécialisée dans les technologies de défense et de mobilité. Il a fini par acquérir Segway Inc., la société derrière le véhicule de transport personnel le plus futuriste et le plus commenté de son époque, devenant ainsi millionnaire et philanthrope. Mais son histoire à succès s'est transformée soudainement en une tragédie écrite par l'ironie du sort. Le 26 septembre 2010, Hazelden est sorti promener son chien près de chez lui dans le West Yorkshire, en Angleterre. Il était à bord de son Segway, une version tout-terrain robuste qu'il avait lui-même aidé à commercialiser. Dans un geste de courtoisie, il s'est écarté, légèrement pour laisser passer un autre piéton sur un sentier étroit. Il a perdu l'équilibre et a fait une chute de 9 mètres depuis une falaise, tombant directement dans la rivière Wharfe. L'impact a été dévastateur. Son corps sans vie a été retrouvé gisant près du véhicule, au fond du ravin.
L'autopsie a révélé qu'il était mort de multiples traumatismes au thorax et à la colonne vertébrale, compatibles avec une chute à grande vitesse. Les autorités ont qualifié l'événement d'accident, sans aucun signe de sabotage ni de défaillance mécanique. Juste une manœuvre malheureuse avec une issue fatale. Le monde entier est resté bouche bée. Les gros titres n'ont pas tardé à exploser, mêlant le même ton de stupeur et de sarcasme. Le propriétaire de Segway meurt tué par un Segway. Mais au-delà de ce titre ironique, il restait le souvenir d'un homme qui a donné des millions à des causes sociales, qui croyait en l'innovation et qui vivait avec humilité malgré sa fortune. Jimmy Hazelden n'était pas l'inventeur du Segway, mais il en était le plus grand défenseur. Il l'a promu, il l'a perfectionné et finalement, il l'a conduit vers sa propre tombe. Parce que parfois, le chemin vers la tragédie est pavé de nos meilleures intentions.